Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés chaque jour sur Bismart for Change à 17h si vous nous suivez à la télévision via vos box, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition, le jour J, enfin tant attendu pour la Réserve fédérale américaine qui va entamer un cycle de baisse de taux après un cycle de resserrement monétaire qui restera dans l'histoire. De quelle manière la Fed va-t-elle s'embarquer dans ce voyage avec une destination encore inconnue quand on cherche le point d'arrivée du taux neutre notamment, c'est toute la question. On verra dans quelle mesure la décision pourrait ou non surprendre les marchés ce soir, des marchés très divisés sur l'idée d'une baisse de taux de 25 ou de 50 points de base, et puis surtout quelle sera la communication et le discours qui accompagneront cette première baisse de taux de la Réserve fédérale américaine qui rejoint ainsi d'autres banques centrales. Ne l'oublions pas, la BCE a déjà baissé 2 fois ses taux directeurs. La Banque d'Angleterre a baissé une première fois ses taux directeurs également au cours de l'été. La BOE se réunit d'ailleurs ce jeudi, là aussi avec une certaine indécision sur la stratégie du moment pour la Banque d'Angleterre. Faut-il marquer une pause ou faut-il continuer de baisser les taux? La question n'est pas encore tranchée à ce stade. Et puis une réunion encore de la Banque du Japon ce vendredi qui fut un des éléments de surprise de l'été. On se souvient de la décision de remonter très légèrement les taux directeurs au Japon qui a pu participer notamment aux secousses de marché qu'on a vécues début août. Voilà pour le volet banque centrale qui sera évidemment encore à la une. Dans une semaine qui est une semaine technique, d'échéance, nous aurons une échéance trimestrielle sur les marchés ce vendredi avec l'expiration de différents produits dérivés, notamment sur indices après un mois de septembre qui aura été marqué encore par un peu de nervosité, notamment sur les marchés actions. Le CAC 40 tourne autour des 7500 points, un petit cran en dessous en cette séance d'attente. Vous aurez les détails dans quelques instants avec Pauline Gratel. Discussion à suivre bien sûr avec nos invités de Planète Marché. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous parlerons justement de gestion thématique à travers notamment le thème de l'eau et des déchets. C'est une thématique qui est exploitée par les gérants de JO Ambro et Bertrand Lecourt sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Avant d'accueillir nos invités de Planète Marché, les infos clés du jour sur les marchés, c'est Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bon, petite consolidation, comme on dit, de l'attentisme sur les marchés, notamment sur les marchés actions en Europe, avant la décision de la Réserve fédérale américaine dans quelques heures à peine. Oui, c'est l'événement du jour, la décision monétaire de la Réserve fédérale américaine qui, après 11 hausses de taux, s'apprête à entamer un cycle de baisse. En attendant la décision, 25 ou 50 points de base, le rendement de l'obligation américaine à 10 ans remonte légèrement entre 3,65 et 3,70%. Du côté des indices actions, le marché est très attentiste. Le CAC 40 consolide légèrement sous les 7500 points, tandis que les indices américains restent très proches des records atteints ces dernières heures pour le S&P 500 et le Dow Jones. Quelques statistiques à l'ordre du jour et notamment la révision de l'inflation en zone euro. L'inflation n'augmente plus que de 0,1% sur un mois en août, contre une première estimation à 0,2%. Sur un an, elle ressort conforme à la première estimation à 2,2% après 2,6% en juillet. Et puis je le disais, à la veille de la réunion de la Banque d'Angleterre, les marchés, les investisseurs ont pris connaissance également de l'inflation, des derniers chiffres d'inflation au Royaume-Uni. Sur un mois en août, l'inflation accélère de 0,3%. C'est ce qui était attendu après un repli de 0,2% en juillet. Sur un an, elle ressort conforme aux attentes et égale au mois précédent à 2,2%. Dans sa version cœur, l'inflation britannique augmente de 0,4% sur un mois et de 3,6% sur un an. L'actualité des entreprises à présent, Pauline, avec une baisse à signaler sur le marché parisien, celle du titre Carmat. Oui, le fabricant de cœurs artificiels annonce une nouvelle augmentation de capital de 10,3 millions d'euros. L'opération se fait au prix de 1,60 € par action, soit une décote de plus de 20% par rapport à lundi. Le titre recule à Paris de 14%. Et puis en Italie, Campari décroche. Le titre cède 5% à Milan après l'annonce de la démission inattendue du directeur général après seulement 5 mois passés dans l'entreprise pour des raisons personnelles. Le comité de transition va désormais chercher un nouveau directeur général. Et puis c'est un dossier de campagne électorale aux États-Unis. On parle de US Steel. Le titre US Steel est orienté aujourd'hui à la hausse sur le marché américain.
Oui, dans le dossier du rachat de US Steel par Nippon Steel, le gouvernement américain doit rendre sa décision sur cette opération à 14 milliards de dollars. Cette décision très politique est repoussée après l'élection présidentielle du 5 novembre prochain. Et puis on notera dans le secteur agroalimentaire les chiffres publiés par General Mills qui montrent quand même une dégradation, même si les chiffres restent supérieurs aux attentes. Oui, même si les ventes sont en baisse, c'est moins pire qu'attendu. Et l'entreprise table aussi sur une amélioration progressive des volumes pour 2025. Le titre ouvre en léger recul à Wall Street. Qu'est-ce qui va marquer la séance de demain pour les investisseurs, Pauline ? Demain, les investisseurs prendront connaissance de la décision monétaire de la Banque d'Angleterre qui devrait laisser ses taux inchangés. Aux États-Unis, ils attendent l'indice de la Fed de Philadelphie du mois de septembre et l'indicateur avancé du Conference Board du mois d'août. Merci beaucoup Pauline. Pauline Grattel avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Lequertier est avec nous, gérant senior et responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Guillaume Laconi nous accompagne également, gérant action européenne chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous accueillir dans cette émission. Et à vos côtés, Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Comment est-ce qu'on réfléchit chez JP Morgan AM au voyage dans lequel la Réserve fédérale américaine est sur le point de s'embarquer? Il y a évidemment la décision de ce soir, mais au-delà de ça, la question du timing s'est posée, la question de la taille de la baisse de taux est encore à trancher, peut-être devant nous. Se pose également la question du rythme. Une fois tous les 2 meetings, une fois tous les meetings, est-ce que ce rythme peut évoluer? Et puis la question de la destination finale, du point d'arrivée théorique en tout cas pour la Réserve fédérale américaine. Qu'est-ce que vous attendez de ce cycle de baisse de taux et de l'entrée de la Fed dans le jeu de ce cycle de baisse de taux? Force est de constater que depuis le début de l'année, les attentes de marché ont été vraiment très, très volatiles. On est passé de 0 à 7 à 0 à de nouveau, je dirais, un certain nombre. Alors pour ce soir, la Fed va-t-elle remonter les taux? Voire va-t-elle remonter les taux ou les baisser in extremis entre deux meetings au mois d'août. Donc finalement, on apporte peu de crédit à ces anticipations de marché, même si en vertu, en tout cas, de ce dont on nous avait habitués ces dernières années, une certaine forward guidance qui est pricée et va se passer. Alors, on price aujourd'hui 50 points base de baisse de la Fed. Ça, c'est le marché. Le marché à quoi? 68, 69, 70%? Me semble-t-il, j'ai pas vu hier. C'est à peu près l'ordre de grandeur du moment. Il me semble objectivement beaucoup trop. Et quelque part, si ça se passait, voilà, on va pas être définitif, mais enfin, si la Fed faisait 50 points base aujourd'hui, moi je verrais les marchés dans le rouge, dans le sillage. Ce serait quelque part dire au marché, il se passe quelque chose que vous n'avez pas bien anticipé, ou il se passe quelque chose qui est sans doute plus grave que ce qu'on peut voir dans les chiffres macroéconomiques. Même avec une communication adaptée à 50 BP, vous imaginez que le marché aurait du mal à bien le prendre? En tous les cas, la communication jusqu'ici nous a pas vraiment préparé à 50 BP. Et objectivement, depuis le début de l'année, moi j'entends en tout cas des économistes, et je peux imaginer qu'on ait des scénarios qui soient différents, mais parler de récession depuis 2 ans aux économies, je m'évertue depuis 2 ans à rappeler que c'est pas notre scénario. Je pense qu'on n'est toujours pas au bord d'une récession. On l'a encore vu dans les chiffres de vente au détail aux États-Unis, où objectivement on a sur le business investment, sur la consommation des ménages et même sur le déficit qu'il faudrait réduire, mais là-bas tout le monde s'en fiche. Objectivement, une économie qui est largement soutenue, toujours sous stéroïdes, toujours qui fonctionne sous différents moteurs économiques. Donc, elle ne me semble aucunement au bord du précipice. Par ailleurs, contrairement à ce qui prévaut en zone euro, aujourd'hui, vous êtes une entreprise américaine, vous n'avez pas de difficulté à vous financer sur les marchés. Les conditions financières, telles que rapportées dans nos indices conditions financières, vous connaissez tous, sont relativement favorables. Aujourd'hui, vous avez besoin de crédit aux États-Unis, vous le trouvez, c'est pas prohibitif, les entreprises sont bien placées. Donc, la Fed n'est aucunement sous pression économique ou pression, en tout cas, de difficultés avérées dans le monde de l'entreprise pour investir, pour baisser les taux de manière trop hâtive. Moi, je verrai, mais on verra évidemment. Oui, on verra. De la réunion, c'est toujours risqué de venir avec des grandes convictions. Je verrai 25 points de base cet après-midi, ce soir, et je verrai finalement 25 points de base à peu près par trimestre. Ça me semble être un rythme. Une fois tous les 2 meetings pour démarrer, 25 points de base, ça paraît
suffisant à ce stade. Rappeler le contexte data dependent, qu'il n'y a pas urgence économique à faire davantage, sachant qu'on a tous un peu cette idée de taux, en tout cas où on s'arrêterait entre 2,5 et 3. Comme point bas du cycle de baisse de taux, à revoir en fonction de l'actualité économique. Mais voilà, en tout cas, il me semble que les marchés obligataires ont déjà quand même beaucoup anticipé des fortes baisses de taux d'ici la fin de l'année. Donc, attention, si on devait... D'ici à l'été prochain, c'est 200 points de base de baisse de taux qui sont anticipés. C'est-à-dire que non seulement c'est gros, mais c'est dans un temps relativement court. Ce qui, en l'état actuel de nos connaissances économiques, semble beaucoup trop objectivement. Une récession est toujours possible. En tant que bonne économie, je vous expliquerai après pourquoi elle a commencé. Mais aujourd'hui, on n'en voit pas les prémices. Objectivement, il faut qu'on me dise où est le problème. Et on a beaucoup parlé du marché du travail depuis le mois d'août, avec ces fameuses règles de SAM activées et ainsi de suite. Elle-même a nuancé le caractère prédictif de cette règle. Et on voit encore très bien que ce marché du travail, il est particulièrement résilient aujourd'hui. Vincent Lecartier, bon... J'allais dire, votre avis, dans quelle équipe est-ce que vous êtes, puisqu'on ne peut pas se dédire comme ça maintenant à 2 ou 3 heures de la décision de la Fed, mais au-delà de ça, j'allais dire, qu'est-ce que ça change de voir la Fed qui entre dans le jeu de ce cycle de baisse de taux? Qu'est-ce que ça change pour l'investisseur? Qu'est-ce que ça change pour d'autres banques centrales également, par exemple? Je faisais partie de ceux qui espéraient une baisse de taux en juillet, donc je vais ne pas espérer 50 points de base maintenant. Très bien. Sur l'argument qui a été celui qui a été avancé, c'est-à-dire celui de l'emploi, pour moi, il y a beaucoup de facteurs qui montrent qu'il y a quand même un véritable affaiblissement de la dynamique et voilà, qui justifie quand même une action. La Fed a été capable de remonter de 75 points de base ses taux dans la phase de hausse. Commencer par 50, moi, ne me choque pas. Surtout si on est dans l'idée qui est la mienne, c'est-à-dire que c'est avant tout une normalisation des taux et non pas une avancée pour contrer un affaiblissement violent de la croissance économique. Pour moi, c'est avant tout une normalisation. Donc, une normalisation en commençant par 50 ne me choque pas. C'est pas contradictoire. Dire qu'on est dans une normalisation, qu'il n'y a pas d'urgence et commencer par 50, c'est quelque chose que la communication peut expliquer. Alors, c'est pas évident. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Pour moi, ça peut se moduler. D'accord. Les finances américaines sont insoutenables si la croissance économique ralentit trop. Ce qui veut dire qu'il faut impérativement avoir des taux d'intérêt qui permettent aux finances publiques américaines, l'année prochaine, de pouvoir payer les intérêts de la dette régulièrement. Si jamais Trump est élu, on a un risque inflationniste qui est assez fort. Ce qui veut dire que la Fed serait très embêtée l'année prochaine pour continuer de baisser ses taux. Donc je pense qu'elle a intérêt à démarrer aussi vite que possible et de frapper relativement fort dès le démarrage pour avoir suffisamment baissé ses taux pour que l'année prochaine, la dynamique soit... Si la politique venait perturber le cycle de baisse de taux de la Fed, autant en faire le maximum dès qu'on peut, quoi. C'est ce que je pense. Donc, donc ça veut dire que pour les autres banques centrales, pour continuer la réponse, je pense qu'effectivement, le fait d'avoir une banque centrale qui soit agressive dès le départ, ça soulage en réalité tous les stress qu'on peut éventuellement avoir sur les parités de change internationales. Ouais. Hormis le Japon, qui est un cas très particulier, mais en tout cas, la BCE, elle serait probablement très soulagée d'avoir on va dire un dollar moins fort et donc moins de risque d'importation, d'inflation par les devises. Donc je pense que pour beaucoup de banques centrales, ça serait un vrai soulagement. Pour beaucoup de banques centrales dans les pays émergents aussi. Donc je pense qu'effectivement, ça allégerait le risque de tassement économique mondial. Donc je pense que la chose serait favorable. Pour les marchés financiers et pour les investisseurs, il est clair que d'avoir une dynamique de taux qui se détendent, c'est favorable pour les marchés obligataires et les actions, généralement dans la foulée, sont assez contentes. La grande question, en fait, elle est de savoir de mémoire, c'est 7300 milliards de cash qui sur le monétaire, sur le monétaire, qui sont bloqués. Ouais. Quand est-ce qu'ils vont rebasculer vers d'autres produits ? Je pense qu'il doit y avoir un seuil, je dis n'importe quoi, à partir de 4% sur le monétaire. Voilà, à ce moment-là, on commence à basculer. Je pense que c'est ce genre de flux qu'il va falloir surveiller. Et ensuite, évidemment, de savoir vers quel actif ça se reporte en priorité. Oui. Logiquement, c'est plutôt les obligations si on a le risque en tête.
Si vous êtes comme moi et que vous êtes... Si on suit la hiérarchie des risques, oui. Si vous on avez passe pas pas peur- du monétaire au bitcoin Si comme vous ça n'avez du jour pas au lendemain. peur d'un crash économique, les actions restent un très bon C'est un support bon quand même play. aussi. Ouais. Bah tiens, justement, Guillaume Laconi chez Edmond de Rothschild Asset Management, comment dans les comités d'investissement, est-ce que vous avez une vue maison sur le démarrage de la Fed ce soir? Et au-delà de ça, comment est-ce que vous voyez se développer un peu le cycle de baisse de taux et quels impacts sur les marchés globaux et notamment sur votre univers d'investissement actions et actions européennes spécifiquement? Alors pour commencer ma réponse, pour le gérant action que je suis, le cycle économique est plus important pour les bénéfices que l'environnement de taux. C'est beaucoup plus important. Finalement, que les taux baissent ou montent, si le cycle économique n'est pas bon, les marchés n'iront pas très bien. Si le cycle économique est bon, les marchés equity globalement iront correctement. Nous, on n'a pas de scénario maison chez Edmond de Rothschild. On regarde finalement ce que price le marché aujourd'hui. Comme vous le disiez tout à l'heure, le marché price aujourd'hui 70% de baisse de taux de 50 BP, sachant qu'on part de niveaux qui sont quand même historiquement relativement élevés. Et j'ai assez de sympathie avec l'argument que M. Ding évoquait en disant qu'en baissant de 50 BP, la Fed du coup se redonnerait des marges de manœuvre pour avoir plus de flexibilité en 2025, compte tenu de l'incertitude qu'on a liée à l'économie, à la présidentielle américaine. C'est une assurance qui coûte pas cher, qui comporte pas de risque particulier à Je suis enclin à penser que le marché, au moins le marché equity, pourrait être déçu qu'il ne fasse pas 50 BP, donc pourquoi ne pas faire plaisir au marché Je le redis, ça a été dit à l'antenne. Et au-delà de ça, je pense venant d'un économiste, il vaut mieux parfois décevoir les économistes plutôt que les marchés. Donc on se retrouve dans cette situation. Et au-delà de ça, ce qui est important aussi, c'est plus que le chiffre en tant que tel, finalement, c'est les commentaires derrière qui vont accompagner cette décision. Déjà, quelle va être la justification qui sera apportée au moins 25 ou au moins 50, et puis surtout, quelles sont les perspectives que la Fed donnera en termes d'évolution de l'inflation et du chômage notamment, puisque la Fed a ce double mandat d'inflation et également de chômage, et très clairement depuis Jackson Hole, on a compris que le focus de la Fed était davantage sur le chômage et donc sur l'économie globale que sur l'inflation qui globalement est plutôt rentrée dans le tube du dentifrice, ce qui n'était pas encore un point qui était totalement acquis il y a quelques mois. Donc tout ça pour dire que voilà, nous c'est vraiment le discours auquel on va être attentif. Et justement, rappelant les fondamentaux et la force du cycle, notamment pour le prix des actifs, est-ce que vous avez un doute aujourd'hui sur le cycle de croissance américain, par exemple, en l'occurrence aujourd'hui, quand on regarde les différents indicateurs macroéconomiques, on ne peut pas anticiper que l'économie va rentrer en récession. On a des chiffres qui sont plus positifs, mais globalement, la consommation tient. Le marché de l'emploi est certes moins dynamique qu'il ne l'était, mais là encore, on part d'un effet de base qui était extrêmement fort. Peut-être anecdotique, mais les chiffres de mise en construction qu'on a eu en début d'après-midi étaient encore finalement très fort avant même qu'on ait cette baisse de taux. Donc globalement, l'économie américaine, elle va plutôt correctement et elle ralentit. Tout l'enjeu, et c'est un petit peu le débat qu'il y a dans le marché, les bears vous diront qu'on est vraiment au précipice de la récession et que par définition... Et que ça peut aller vite, que c'est pas linéaire. Et les gérants ne la voient jamais, ne voient rien. Une fois qu'on est dedans. D'autres sont plus enclins à penser qu'on s'en plutôt vers un scénario de soft landing. Et donc là, si la Fed est suffisamment à droite pour accompagner ce ralentissement, du coup, scénario soft landing pourrait effectivement être le bon, auquel cas là, pour les actifs risqués, ça reste constructif, ça reste positif. Constructif. Mais aujourd'hui, on va encore avoir ce débat pendant quelques mois, et puis en plus, l'éléphant un peu dans la pièce, c'est quand même l'élection américaine, puisqu'en fonction du vainqueur, on peut avoir un environnement fiscal et également un environnement, on va dire, géopolitique qui peut être totalement... Ça peut être une source de perturbation importante, parce que c'est vrai qu'on en fait toujours beaucoup sur l'aspect politique, d'autant plus une élection présidentielle américaine dans le contexte qu'on connaît, mais souvent on s'aperçoit aussi parfois que il y a des garde-fous autour des prises de décision politiques, qu'elles soient institutionnelles, qu'elles soient financières avec les marchés. Et au final, est-ce que vraiment on marque des ruptures à chaque fois ? C'est pas si évident que ça. Perturbation, je dirais pas forcément perturbation, mais à minima, on va dire incertitude. Et derrière, au-delà aussi de qui sera le président, il faudra voir aussi quelle va être la composition de la Chambre des représentants, également la Chambre du Sénat, puisqu'en fonction de la composition de ces différentes chambres, le président n'aura pas forcément les mêmes pouvoirs. Mais aujourd'hui, ça crée de l'incertitude. Juste si on prend les programmes, alors ce qui est déjà une hypothèse forte quand on parle de politique. Partant du principe que les programmes seront appliqués, quoi. Partant du principe que les programmes, de ce qu'on en connaît,
jamais sont appliquées, si jamais Trump passe, globalement, la baisse de taxes qu'il anticipe fait que les EPS du S&P, toutes choses étant égales par ailleurs, monteraient de 4%. D'accord. Si on applique le programme de Kamala Harris, ça baisserait de 7 ou 8%. Donc on a un écart de 12 points. Alors c'est à prendre avec des pincettes, on y sera... Pour sûr, on n'y sera pas, mais néanmoins, quand on regarde, ça crée un petit peu d'incertitude. Donc forcément, je pense de l'attentisme à la fois pour les investisseurs et également pour les sociétés quand il s'agit de prendre des décisions d'investissement. Bon, j'imagine qu'un certain nombre peuvent être repoussés à après le mois de novembre pour savoir à quelle sauce ils vont être mangés d'un point de vue En fonction fiscal. du secteur auquel vous appartenez, effectivement, que vous soyez dans l'énergie renouvelable ou dans le gaz de schiste, effectivement... Ça peut être un peu binaire. Ça peut changer un peu la donne. Allons-y, puisque... Il y a peut-être un risque, et l'avenir nous le dira, que le cycle de baisse de taux de la Fed puisse être altéré par le résultat de l'élection présidentielle. On s'en rapproche, Vincent, Juvin, c'est pas une discussion nouvelle entre nous, mais... On ne s'est pas revu depuis que Joe Biden a laissé la place à Kamala Harris. Est-ce que ça relance le match? Est-ce qu'il y a des éléments de programme, effectivement, qui peuvent être des sources de perturbations potentielles à la sortie de ces élections pour les Alors, ça relance les choses, finalement. Le constat équité, en ce qui me concerne, ce vote plateau Grégoire, c'était début juillet. Voilà, mais là, c'est clair, ça relance clairement les démocrates. On commence évidemment à avoir davantage d'éléments sur les programmes respectifs. Ce reste quand même un peu... Parfois, il faut croire un peu les interventions dans les débats télévisés. Donc il y a certains qui sont au coude à coude dans les sondages, pour ce que valent les sondages à ce stade, évidemment, en tout cas du cycle présidentiel. Les sondages donnent quand même aussi toujours plutôt les républicains gagnants au Sénat et plutôt perdants à la Chambre des représentants. Donc ça veut dire qu'on se dirige a priori vers une sorte de cohabitation, ce qui d'ailleurs, par rapport à la capacité de déployer les programmes derrière, on est plutôt dans un scénario à la belge ou désormais à la française, il faut le dire. Donc ça va quand même être compliqué. Donc vous détenez le record quand même, encore, de loin. Ça rend évidemment le risque, je dirais, d'avoir un programme de le déploiement d'un programme disruptif relativement limité à mon sens. Alors, je trouve qu'il y a souvent beaucoup de différences sur la forme, sur le fond, et je pense que ton analyse est très juste, mais enfin, en effet, il y a beaucoup de garde-fous et on verra quelle sera leur capacité réelle à intervenir. Et puis... Parfois, c'est un petit peu paradoxal, mais on voudrait parfois traiter les élections dans nos portefeuilles, mais on a pu voir ces dernières années qu'on a vu... C'est la fausse bonne idée. Les résultats, enfin, en tout cas, les mouvements de marché faisaient tout le contraire de ce qu'on va attendre. Oui. Sous Trump, le secteur des énergies fossiles a connu une période vraiment difficile. Exxon est sorti du Dow Jones sous la mandature de Donald Trump. Merci de le rappeler. Alors que le secteur des énergies renouvelables n'a jamais connu une période aussi faste qu'à l'époque. Le cycle. Grâce aux engagements net zéro de la plupart des autres pays occidentaux. À contrario, sous Biden, et on va le remercier en Europe parce que crise énergétique oblige, on est bien content, qui pompe leur gaz de schiste pour nous le réexporter. Mais la production pétrolière sous Biden est montée de 18 millions de barils jour à peu près 21,5. C'est un boom pétrolier gigantesque. Premier exportateur de pétrole. A fait une performance fantastique. Maintenant, par rapport au programme environnemental des États-Unis, qu'on peut résumer un peu à l'ARA, l'Inflation Reduction Act, qui bénéficiait d'ailleurs essentiellement aux États républicains. Donc, est-ce qu'on va réellement le déboucler? Par ailleurs, on s'était tous émus, nous, en Europe, de ce programme qui est finalement très protectionniste, très America First et autres. On se demande d'ailleurs si des républicains auraient fait quelque chose de plus protectionniste encore que cela. Donc, déboucler ça me semble quand même relativement peu probable. Par ailleurs, c'est vrai qu'on pourrait craindre que les élections sont un frein à l'investissement. Quand on voit ce que fait les large cap tech aujourd'hui dans les annonces, eux, ils s'en font pas. 200 milliards dans l'IA, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas investir, quel que soit le résultat de l'élection. Ça, d'accord. Ça, oui. Quand on voit les niveaux, je veux dire, ça veut dire que cette incertitude des élections freine relativement peu l'investissement aux États-Unis. D'ailleurs, moi, objectivement, j'étais plutôt positif sur l'économie américaine cette année, mais je m'attendais quand même à ce que, taux oblige, on ait quand même un tassement quand même plus important du capex des entreprises américaines. Or, probablement influencé par les investissements de la tech, mais de manière générale, ça tient relativement bien la route. Donc, moi, je ne suis pas particulièrement inquiet, je reconnais l'aspect volatilité, ça c'est une certitude. Par contre, sur les élections, je pense qu'il n'y a pas, faut pas grossir le trait. On reste, nous, dans nos portefeuilles diversifiés, long US equities, et on est plutôt rassuré par rapport à cela, alors pas par les élections, mais par le fait que cette dernière semaine, et certainement au cours de la résultat du second trimestre, on a vu vraiment un élargissement de la base de performance. Ici, Corporate America, dans son ensemble, soutient la performance du S&P
S&P 500. Et surtout, à un moment où on peut s'inquiéter davantage d'investissement en Europe, on a de l'investissement aux États-Unis qui est vraiment délivré par ces entreprises du S&P 500. Alors, il y a l'investissement des entreprises et puis il y a la manière dont on gère des investissements et des allocations d'actifs. Qu'est-ce que vous dites à ce stade, justement ? Est-ce que l'exceptionnalisme américain reste encore un thème d'investissement très fort, très puissant à travers l'IA, le dollar, qui a quand même un peu baissé, etc. Ou est-ce qu'il est temps peut-être de repenser un peu justement des allocations qui ont été quand même très tournées vers les États-Unis ces derniers temps? Je pense que là, tout dépend si vous regardez déjà les grandes caps, les petites caps, c'est déjà un premier sujet. Ouais. Donc les grandes caps, clairement, il y a un biais croissance, techno, et celui-là, il est grosso modo incomparable dans le monde. Voilà. Donc il n'y a pas le choix. Si vous regardez... Mais les résultats de ces boîtes-là sont à la hauteur des valorisations atteintes aujourd'hui. C'est-à-dire, dans la logique d'un investisseur, ça reste un équilibre risk-reward intéressant, ou est-ce qu'on atteint quand même une forme de pic ou de plateau? Je ne sais pas. Les 7 magnifiques sous-performent depuis cet été. Nvidia, avec la lecture des résultats qui a été faite par le marché, montre que c'est quand même de plus en plus difficile de surprendre, en tout cas de surprendre avec l'ampleur avec laquelle on pouvait surprendre il y a encore quelques mois, etc. etc. Alors, je vais pas dire qu'il fallait pas se méfier, puisque nous, on avait basculé une partie de nos positions vers du S&P équipondéré. Très bien, d'accord. En clair, on avait déjà anticipé ce risque. Est-ce que sur le long terme, c'est un risque qui pose un énorme problème? Non, je pense qu'il faudrait savoir revenir de nouveau sur les méga cap sans trop d'hésitation. Sur le cycle économique, si vous considérez que de toute façon les soutiens budgétaires vont rester très forts et que en soutien, vous avez en plus une politique monétaire qui va améliorer la structure bilancielle des entreprises, notamment toutes les petites qui ont besoin de lever des capitaux, etc. Je pense que les moyennes capitalisations américaines redeviennent intéressantes. Donc faire de la rotation des grandes vers les petites, ce qu'implicitement nous on a fait avec notre équipondéré, je pense que cette bascule a un certain sens. Sur le trimestre, des indices, alors comme le Russell 2000 ou d'autres indices de small et mid cap US, font bien, ils font jeu égal avec le S&P 500. Font même mieux et surtout ont l'avantage d'avoir eu moins de volatilité. Donc en clair, la baisse d'août ou la baisse de début septembre a été moins forte. Donc je pense que de ce point de vue, c'est intéressant. Si vous regardez par contre la partie obligataire américaine, quand on regarde l'ampleur des déficits, quand on regarde l'ampleur de la dette, moi j'ai du mal à imaginer que la Banque centrale américaine, si la croissance reste relativement forte, avec une perspective d'inflation qui tourne aux alentours de 2,3% quand on regarde les anticipations, j'ai du mal à croire que l'ampleur des baisses imaginées par les marchés puisse être réellement observée l'année prochaine. Donc en clair, je pense qu'on risque d'être déçu par la partie dette. Par contre, la partie action, pour moi, continue d'être assez confortable. Je pense qu'en plus, sur la partie dette, si jamais c'est Trump qui est élu, il pourrait y avoir des tensions internationales, il pourrait y avoir un certain nombre d'investisseurs internationaux qui pourraient se retirer de la zone. On a un quart de la dette américaine qui est détenue par des investisseurs étrangers. Donc voilà, il peut y avoir un peu de sensibilité, plus de difficulté à placer le papier, avec point d'interrogation, est-ce que la Banque centrale se relance dans du quantitative easing pour venir se substituer? Ils ont déjà allégé un petit peu le rythme de réduction du bilan. Je pense que ça sera une des grandes questions. Pour ce qui est des allocations obligataires, moi je pense que l'Europe est très bien, et il est évident que pour le moment la BCE n'en fait pas assez, qu'elle devrait aller plus loin, que le rythme est trop faible. Donc là, le risque est plutôt que la BCE délivre un peu plus que ce qu'elle signale aujourd'hui. Si elle était Draghi-friendly, il faudrait avoir des taux d'intérêt bas pour aider les soutiens budgétaires et les levées de capitaux européennes qui, de mon point de vue, sont nécessaires. Guillaume, comment vous regardez déjà la manière dont le marché a peut-être changé un petit peu de régime depuis cet été? C'est vrai qu'on l'observe sur le marché européen, par exemple, un marché beaucoup plus défensif, des secteurs santé, télécom, utilities, qui reviennent en ce moment sur le devant de la scène, quand des secteurs beaucoup plus cycliques ou beaucoup plus tiltés croissance, on pense au luxe, à l'automobile, qui ont été évidemment des stars jusqu'à il y a encore quelques mois, se retrouvent un peu moins aimés.
Oui, effectivement, il y a une rotation sectorielle et thématique, en gros, depuis le milieu du printemps. Ouais. Donc, si on rembobine un petit peu l'histoire de cette année, on a eu une phase au début de l'année où les valeurs cycliques ont été clairement privilégiées par rapport aux valeurs défensives, dans l'anticipation que la macroéconomie allait s'améliorer en Europe, tenir aux US et s'améliorer en Chine en deuxième partie de l'année par rapport en première partie. Et force est de constater que la Chine, globalement, aujourd'hui est à l'arrêt, donc ça, on peut mettre une croix dessus. Et ça impacte négativement un certain nombre de valeurs des capital goods, donc des industriels, le luxe évidemment, qui bénéficient encore d'effets de base, mais qui vont s'amenuiser. Donc, en toute logique, c'est pour ça que les investisseurs ont un peu switché au cours de l'été sur des valeurs un petit peu plus défensives, qui, en plus d'être moins sensibles au cycle économique, sont les plus à même, au moins dans un premier temps, de bénéficier de la baisse des taux. C'est ce qu'on appelle les fameux bond proxies. Ouais. L'exemple type, effectivement, c'est le secteur de la pharmacie. Dans un deuxième rang, on peut mettre le secteur des utilities. Et également, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que depuis le début de l'année, je pense que le meilleur secteur en Europe, c'est le secteur de l'immobilier, qui est par essence le secteur qui est le plus... J'allais dire les banques, en fait, vous voyez, mais non, c'est l'IMO, alors. C'est les foncières cotées. Non, mais... Et le secteur emblématique, en fait, gagnant de toute baisse des taux et qui, en plus, a subi un cycle de baisse assez prononcé qui dure depuis maintenant 18 ou 24 mois. Donc, c'est ce qui explique, en fait, cette rotation sectorielle. Parce que le corollaire aussi du fait que les cycliques avaient été recherchés au cours du printemps, c'est qu'on commençait à atteindre des niveaux de valorisation qui pouvaient se justifier si on était dans un environnement, on se disait que les bénéfices allaient plutôt être revus à la hausse, alors qu'en fait, il s'est produit exactement l'inverse, et on l'a vu lors de la saison de publication des résultats du T2, c'est globalement les secteurs cycliques qui ont vu leurs estimations de bénéfices revues à la baisse beaucoup plus sensiblement que les secteurs défensifs. Et ça a été aussi un segment de marché qui a été très attaqué en bourse. Pour moi, l'exemple type, c'est le secteur de la chimie. Moi, ça me fait 1 an qu'on me dit que dans le secteur de la chimie, on arrive au bout du déstockage, qu'on ne peut pas aller plus bas, que la demande va repartir. Force est de constater que si, en fait, on continue un peu de creuser malheureusement et qu'il n'y a pas de redémarrage. Et c'est un secteur qui avait été joué en bourse. Et finalement, la bulle en fait de recovery s'est tout simplement dégonflée. Et vu l'environnement macro qu'on a décrit, les investisseurs ont un petit peu de mal à se projeter, à revenir sur ce type de secteur. Mais il ne faut pas en tirer la conclusion que c'est un marché qui se prépare, j'allais dire, à la récession. C'est-à-dire de voir des secteurs défensifs revenir sur le devant de la scène. C'est des secteurs qu'il mérite. Il y avait une vraie opportunité d'investissement de ce point de vue-là, avec des modèles d'affaires, des performances opérationnelles qui s'amélioraient, quand les prix étaient peut-être pas, s'ajustaient pas forcément à ce momentum. Il y avait des écarts de valorisation déjà qui s'étaient créés. Ensuite, c'est tout bête, mais pour le gérant equity que je suis, à un moment donné, si je vends mes cycliques, il faut bien que j'achète autre chose. Les investisseurs qui me confient de l'argent, ils veulent que vous soyez investi. Donc on est toujours dans cette espèce de jeu un petit peu relatif. C'est le concours de beauté, quoi. Et si jamais le scénario que j'ai décrit tout à l'heure, à savoir que on s'achemine vers un scénario de soft landing avec les banques centrales qui sont derrière, à un moment donné, il faudra revenir sur les cycliques, parce qu'un certain nombre d'entre elles ont bien corrigé déjà. On est revenu sur des niveaux de valorisation qui ne sont plus un obstacle à la performance. C'est peut-être encore un petit peu tôt, mais aujourd'hui, nous, dans nos portefeuilles, on n'est pas full défensif. On a gardé une belle exposition à un certain nombre de valeurs cycliques en étant très sélectif sur les marchés finaux et également sur les niveaux de valorisation. Comment vous comprenez les difficultés des grandes entreprises européennes qui opèrent en Chine ? C'est pas un sujet nouveau, ça fait déjà plusieurs années, post-Covid en tout cas, que les difficultés de la Chine se révèlent aux yeux du monde. Alors, il y a un peu deux histoires. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'histoire d'une domination industrielle chinoise sur des secteurs clés, avec une machine à exporter, des panneaux solaires, des véhicules automobiles qui tournent à plein régime. Donc de ce point de vue-là, j'ai pas l'impression de voir une Chine affaiblie. En revanche, quand on regarde à l'intérieur et sur le plan de la consommation notamment, on a peut-être une lecture très différente. Mais qu'est-ce que vous retirez des groupes européens dans votre univers d'investissement, des difficultés, de la profondeur des difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui encore sur place? Alors en fait, il n'y a pas une réponse et il n'y a pas une Chine, mais il y en a plusieurs. Bon, du côté de la consommation, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai problème de confiance du consommateur, et ça nous est raconté par toutes les sociétés qui opèrent auprès du consommateur chinois, quel que soit le type de produit qu'elles leur vendent. Des chaussures de sport quand on s'appelle Adidas, des produits de luxe quand on s'appelle LVMH ou Hermès, ou des produits de grande consommation quand on
s'appelle à L'Oréal. Là, vraiment, le consommateur chinois cale, et de notre perception, c'est un vrai problème de confiance. Elle achète plus, le consommateur chinois, il achète plus de marques Adidas ou Nike, ou est-ce que plus généralement, il achète plus de baskets? Alors, il achète moins, et en plus, maintenant, dans un certain nombre de segments, il a la possibilité d'acheter auprès de marques chinoises. Enfin, ça a été très bien documenté. Nike, Puma, Adidas, ils ont perdu des parts de marché par rapport à leurs concurrents locaux. Dans les produits de consommation, donc dans les produits de beauté, voilà, il y a des marques locales qui sont maintenant bien établies et qui ont pris des parts de marché. Alors, pas tant auprès de L'Oréal, mais plutôt auprès des acteurs japonais et coréens. Et ça aussi, ça fait des années que ça dure et ça va continuer. L'exemple emblématique de cette thématique, c'est sur le secteur de l'automobile. Enfin, quand on se remet 10 ans en arrière et qu'on regarde les parts de marché, la vitesse à laquelle c'est allé, du Made in Germany par rapport à aujourd'hui. Alors là, il y a une rupture technologique majeure avec les véhicules électriques qui a accentué ce phénomène. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse complètement univoque à votre question. Ouais. Et même au sein des secteurs, une société comme Schneider en Chine s'en sort relativement bien. Siemens, qui fait des produits, finalement, quand on regarde de très haut, relativement comparables, souffre beaucoup plus parce qu'en fait, leur exposition à la clientèle finale est plus importante. Concrètement, Siemens travaille beaucoup plus avec des constructeurs automobiles alors que Schneider ne travaille très peu avec ces gens-là. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de réponse qui soit uniforme. Et c'est tout l'intérêt de faire du stock picking et de la sélection de titres parce que entre différents acteurs d'un même secteur, vous pouvez avoir des écarts de performance qui sont extrêmement significatifs et importants. Vincent Juvins, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à dire sur la Chine? Quand je dis de nouveau, là aussi, c'est une discussion qu'on a régulièrement avec vous tous, mais vous aussi, Vincent Juvins. J'ai l'impression qu'on prend encore conscience de la profondeur du problème chinois pour des groupes occidentaux, en tout cas, qui opèrent sur place. Oui, du problème chinois plus largement. C'est vrai que l'exportation des excédents de production, c'est évidemment pour nous problématique, mais c'est aussi le signe que c'est une économie qui tourne au ralenti. Il faut garder les usines en fonctionnement, il faut garder les gens au boulot. Il faut saturer les capacités de production. Qui est quand même fortement remonté, notamment chez les jeunes. C'est vrai que le modèle économique chinois en tant que tel est mis à mal. Et nous, on en souffre par les exportations de cet excédent de production. Je pense ce qui a été dit est très juste. On observe aussi, moi je n'y ai pas été récemment, mais on nous le remonte, c'est vrai qu'il y a plus de nationalisme dans les achats qui peuvent être réalisés avec le consommateur, ou opportunisme, parce que sur les automobiles, évidemment, les incitants fiscaux qui les incitent évidemment à privilégier les achats d'automobiles chinoises au détriment d'automobiles occidentales, par exemple. Sur le luxe, c'est peut-être moins, je dirais, l'aspect nationalisme, c'est peut-être aussi beaucoup d'ailleurs les contrôles de flux de capitaux. On sent évidemment qu'ils sont évidemment sur ces aspects-là quand même fort contrôlés. Mais c'est vrai qu'on ne sent pas cette économie redémarrer. Tous les indicateurs de confiance, tout ce qui est encore publié, puisqu'il faut quand même reconnaître qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui disparaissent petit à petit et que ça nous complique la tâche, évidemment, pour mesurer les choses. Mais c'est vrai qu'on a un peu du mal à comprendre la direction que prend la Chine depuis la seconde vague du Covid, alors que précédemment, c'était un petit peu le meilleur élève de la classe. À l'issue de cette première vague du Covid, on s'en rappelle tous, ces constructions d'hôpitaux hyper rapides, dont on était jaloux en Occident, remercier les Chinois pour leurs exportations in extremis de masques, de gel hydroalcoolique ou que sais-je, et depuis lors, évidemment, on a cassé la machine. Moi, je ne rencontre plus un investisseur institutionnel, banque privée ou autre, qui pense revenir sur la Chine incessamment sous peu. Donc, il faudra que Sur les actions ? Parce qu'on parle souvent du marché obligataire émergent et chinois qui peut être encore une source Alors merci de l'évoquer Grégoire, vous le savez que sur ce plateau j'ai régulièrement parlé des marchés de dette en Chine et on a connu évidemment une super année. D'accord. Même sur cette thématique, en Europe, l'exposition à la duration en Chine... C'est quoi un 10 ans chinois, c'est quoi? C'est à 2% plus, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est tout à fait... mais pour donner l'ordre de grandeur. Bon, maintenant attention à la devise, c'était quand même aussi un petit peu chahuté. En Occident... Ça devient cher quand même, non? Oui, en Occident... Okay. L'inflation est à peu de choses près à zéro, donc en termes réels, on est évidemment sur des taux. Oui. Si la Chine est en déflation, c'est peut-être pas encore. Et puis il y a une réelle décorrélation par rapport au reste des autres marchés qui perdurent. Cela étant, alors que ça m'a toujours semblé être une bonne idée d'un point de vue diversification d'un portefeuille obligataire, en tout cas dans une gestion institutionnelle, il n'y a pas de flux chez nous. Les contrôles sur les flux de capitaux sont tellement problématiques que objectivement, je ne sens pas de flux. Le Moyen-Orient est parfois peut-être plus acheteur dans un contexte de
diversification du portefeuille de devises et avec, en tout cas, des connexions avec la Chine qui sont plus évidentes. Mais États-Unis, Europe, c'est fini sur les equity et sur la dette, a fortiori sur le crédit en Chine, puisque là, on a été brûlé sur les dossiers, notamment immobiliers. Donc, la Chine, c'est quasi ininvestissable aujourd'hui pour la plupart des investisseurs. Il faudra que la confiance revienne localement, des consommateurs certainement, mais des investisseurs. Les marchés devront partir d'abord avec cette réallocation du cash des investisseurs vers les marchés equity, et s'il y a un momentum qui repart, je pense que les investisseurs occidentaux reviendront par opportunisme par la suite, parce que le drame, et moi je ne suis pas un stock picker, mais c'est que finalement en Chine, il y a des valeurs qui sont, c'est des screaming buy en termes de valorisation. Et il y a toujours, en tout cas, évidemment, des valeurs d'innovation et de technologie, effectivement. C'est incontestable, il n'y a juste pas de flux et on n'a pas la volonté de se brûler une fois de plus, j'ai envie de dire, comme ça a pu être le cas ces derniers mois. Les derniers convaincus ont lâché prise. Ça restera des opportunités tactiques. Voilà, dans les émergents, par contre, nous, on a remonté les émergents dans les allocations. On a évoqué le cas de la Fed qui baisse les taux, 25, 50, on verra, mais déjà avec la baisse du dollar cet été, ça favorise les émergents. Et dans les émergents, Asie périphérique, Amérique latine, il y a évidemment beaucoup de choses à faire, me semble-t-il. Dans l'idée de la diversification ou du reste du monde, dans une allocation que vous pouvez piloter, Vincent, alors, bon, le sujet chinois, comment vous le traitez, pas forcément en termes d'investissement, mais quelle influence, quel impact ça peut avoir sur de grandes classes d'actifs mondialisées, et puis la question émergente hors Chine, peut-être, s'il faut traiter le sujet comme ça. Alors, Chine, pour nous, on en a encore une représentation sur les actions. D'accord. L'idée étant que je pense que le risque de baisse, la plupart des investisseurs... Très asymétrique, quoi. Les investisseurs internationaux sont sortis dès que les investisseurs locaux commenceront à se réveiller. Et je pense que la seule chose qui peut vraiment les réveiller, c'est des bonnes nouvelles sur l'immobilier. Assez clairement, c'est le noyau qui fait que la confiance des ménages se porte très très mal. Donc je pense que le jour où ils se prendront en main sur cet aspect-là, les particuliers et les institutions locales investiront et peut-être que les investisseurs étrangers se réveilleront à leur tour. Donc nous, on en garde un petit peu. Sur les émergents, nous, on est structurellement sous-investis. Parce qu'il y a énormément de relocalisation d'activités, de souveraineté, de problématiques de transition énergétique, donc où se passent les choses. Gérer ça comme une classe d'actifs homogène, c'est pas évident aujourd'hui. Moi, je trouve ça très compliqué de bien comprendre en fait où sont les impulsions. Il y a des effets de devises qui peuvent être très importants. Au Mexique, Inde, etc. Donc moi, je préfère avoir une allocation entre guillemets de représentation. Et par contre, travailler beaucoup plus les aspects sectoriels, les aspects politiques, devises, etc., sur la partie des pays développés que je pense mieux contrôler. Maîtriser. Ce qu'on connaît le mieux, voilà. Effectivement, j'entends. Et sur la partie devise, justement, donc il y a un chemin évident pour le dollar, par exemple, parce que c'est quand même un actif clé aujourd'hui. Est-ce que le dollar a déjà intégré un bon nombre de baisses de taux de la Fed ? Est-ce que ça peut amener le dollar encore un peu plus bas ? Implicitement, je vous ai répondu tout à l'heure, puisque je vous ai dit que je ne croyais pas à l'ampleur de baisse que le marché a aujourd'hui en tête. Je pense que l'atterrissage en douceur se fera. Je pense que la croissance économique américaine surprendra une fois encore plutôt favorablement. D'accord. Donc, il n'y a pas de raison de voir une baisse marquée du dollar partant des niveaux c'est-à-dire actuels, que quand je vois la déliquescence progressive qui se passe en zone euro par rapport aux États-Unis, je veux bien que les États-Unis aient beaucoup de dettes et que ça puisse être un sujet sur les devises, mais en fin de compte, je suis plus à l'aise à être investi sur un pays qui investit sur le long terme, qui génère de la croissance et qui du coup... en fin de compte, sera solvable et pourra me rembourser, plutôt que sur un pays sur une zone qui s'atrophie. Donc je pense que le dollar, moi, contrairement au consensus, je pense qu'il vaut mieux plutôt être encore acheteur sur les niveaux actuels. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à perdre. Dans le pire des cas, vous allez à, je sais pas quoi, un 13, quelque chose comme ça. Sur l'euro-dollar. Et par contre, retourner vers la parité, je pense que la probabilité est plus forte. Oui, j'entends, oui. Bon, le smile du dollar, le sourire du dollar est peut-être devant nous. Guillaume, si je reviens au marché actions et en Europe, notamment, un aspect qu'on n'a pas évoqué, qui a été soulevé par Vincent Lecartier, c'est la question de la taille d'entreprise. Est-ce que là aussi, on observe
une forme de retour des plus petites capitalisations boursières par rapport aux grandes capitalisations boursières. Et est-ce que c'est un trend? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez envie de vous appuyer en termes de gestion action? Alors en fait, à l'image du rebond des cycliques qu'on avait eu au printemps, on a observé exactement la même chose sur les small caps, et ça a été un faux départ en fait d'école finalement, parce que la hype a duré à peu près un mois et demi, et ça a été complètement stoppé au mois de juin. En fait, l'annonce de la dissolution a été un peu le clou dans le cercueil. En fait, toute la surperformance qui avait été accumulée en mars, avril, mai a été rendue en à peine 2 mois. Néanmoins, nous, c'est toujours un segment de marché qu'on aime bien, parce que déjà, il est extrêmement diversifié, et donc s'il y a un domaine où il faut faire du stock picking, c'est sur les small cap. Et dans un des fonds dont je m'occupe, on a une très forte pondération en small cap. On peut nous dire que c'était une mauvaise idée. En fait, toutes les small cap qu'on avait sélectionnées ont plutôt fait mieux que le marché. On peut faire de la perf avec des small cap. Des small cap, mais en faisant du stock picking. Le deuxième point, c'est qu'elles sont perçues comme étant très sensibles, enfin plus sensibles au niveau de taux que les large cap. Quand on rentre dans une phase où globalement les taux sont plutôt orientés à la baisse qu'à la hausse, ça devrait, toute chose étant égale par ailleurs, redonner un petit peu d'appétit sur ce segment de marché. Ce qui manque aujourd'hui sur les small cap, en fait, c'est des flux, parce que ça fait des années en fait qu'on a des flux sortants sur cette classe d'actifs, et malheureusement contre les flux, on peut pas faire grand chose. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui manque pour générer les flux? Parce que j'entends cette histoire de flux depuis longtemps, effectivement, je vous confirme, mais pourquoi les flux ne leur reviennent pas? C'est ça ma question. Se mettre à la place d'un investisseur généraliste, il n'a aucune obligation d'investir sur les small cap. Donc pour investir sur les small cap, il fallait qu'il y trouve quelque chose qu'il ne trouve pas dans les large cap. Et dans les large cap, ces dernières années, il trouvait à peu près tout ce qu'il pouvait avoir, essentiellement également de la croissance bénéficiaire. Aujourd'hui, on rentre dans une phase où on a, aujourd'hui en tout cas, si on en croit le consensus, un peu plus de croissance bénéficiaire sur la partie small. L'environnement de taux, comme je vous le disais, qui est plus attractif. Et puis également l'investissement. On parle là beaucoup de bénéfices, mais il faut toujours aussi parler de valorisation. Et le corollaire de la forte sous-performance qu'on a eu sur les small caps, qui dure maintenant depuis 3-4 ans, peut-être même 4 ou 5, c'est qu'on a aujourd'hui des niveaux de valorisation des small par rapport aux larges qui sont sur des points historiquement bas. Donc aller all-in sur les small caps, ça ne me paraît pas forcément être un bon pari, mais je pense qu'il y a des bonnes opportunités à trouver si on est un petit peu sélectif, et c'est ce qu'on essaye de faire. Au-delà du picking, il nous reste 30 secondes. Guillaume, est-ce qu'il y a un ou des thématiques qui ressortent dans la gestion small cap que vous supervisez? Des thématiques, là encore, c'est vraiment du stock picking. Il n'y a pas de thématique généralisée à vous donner, mais globalement, investir sur les small caps, c'est plutôt aller chercher des valeurs de croissance, que c'est là, faire des small caps pour aller chercher de la value en Europe. On a là dans les large caps. Il y a les banques, les banques pour ça. Alors, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, par définition, si on va sur les small caps, c'est pour aller chercher des histoires de niche un peu spécifiques. Et quand on commence à creuser, j'en discute régulièrement avec mes petits camarades, en fait, on a un paquet de très très belles boîtes en Europe. On a la plus belle cote small cap du monde. Il faut le dire. La deuxième peut-être. La deuxième, avant, c'est qui les premiers? Non. La qualité de la cote US small cap est quand même très inférieure à la qualité de la cote small cap européenne. C'est ce que j'entends souvent. Tout à fait, mais la réactivité démarre d'abord aux États-Unis avant d'enchaîner en Europe. Donc si vous faites de l'allocation comme moi, il vaut mieux commencer par les small cap US avant de vous intéresser à l'Europe. Merci beaucoup messieurs d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Vincent Lecartier, WeSave, Vincent Juvin, JP Morgan Asset Management et Guillaume Laconi, Edmond Rothschild Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et nous parlons justement de gestion thématique ce soir avec les équipes de J.O. Hembro et l'un des gérants de J.O. Hembro, Bertrand Lecourt, qui est à mes côtés en plateau. Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi les thématiques que vous supervisez. Celle de l'eau et des déchets, on pourra en parler. C'est une thématique qui vient d'ailleurs de boucler ces 3 premières années de track record, comme on dit dans l'industrie. À travers, c'est intéressant, à travers ces 3 ans de track sur la thématique et la stratégie eau et déchets, quels sont un peu les enseignements que vous retirez, le retour d'expérience, du comportement de la stratégie dans l'environnement de marché actuel? Qu'est-ce qui caractérise pour vous l'environnement de marché des derniers mois, derniers trimestres? Et comment est-ce que vous observez et constatez le comportement de la stratégie dans cet environnement de marché, Bertrand? Alors c'est intéressant parce que la thématique de l'eau des déchets, c'est quand même une thématique d'économie réelle. Et ce qu'on a vu depuis les 2-3 dernières années, il y a eu beaucoup de rotation. Donc en fait, c'est intéressant pour mesurer en fait la sortie de l'histoire Covid. Pendant l'histoire Covid, tout le monde a un peu gagné à chacun à son tour. On a eu la tech qui a gagné, la consommation qui a gagné, la pharma qui a gagné. Après, il y a eu des conflits, l'armement a gagné. Et puis tout ça, ça coûtait beaucoup d'argent. Donc il y a un flé inflationniste.
et avec des effets de stockage, de déstockage, et avec les effets taux d'intérêt qui viennent derrière. Donc on arrive un petit peu en fin de queue de cet effet Covid qui se stabilise. Et quand on retire un peu la partie tech, si on prend un S&P 500 des coûts pondérés, eh bien, on a une vision assez différente de l'économie réelle. Et donc, l'eau et les déchets, en fait, se sont très bien comportés parce que c'est un biais qui est un biais inflation en passe-through. Donc, l'augmentation des prix par l'inflation fait qu'on a pu faire un bon pricing. Les investissements ont été faits. Les entreprises étaient plutôt sécurisées parce qu'on a pu toujours quand même opérer. C'est un service qui est très, très stable. Et on arrive maintenant dans une situation, sur cette année, on a eu la rotation tech à nouveau. Donc, il ne faut pas oublier qu'en 2022, il y avait une souffrance, on a récupéré, mais nous, on a continué sur ces 3 ans, on a fait à peu près 22% de retour. On a le même petit risque-retour que de la tech, donc en ayant des allocations sectorielles complètement différentes. Bien sûr. Et c'est ce qu'on a vu cet été. Oui, depuis cet été, on a l'impression à nouveau d'un changement de régime de marché. On sent qu'il y a peut-être une rotation, peut-être un changement qui peut s'opérer. On voit, il y a plusieurs catalystes qui vont arriver. Donc, ce qu'on a vu sur le marché, on a vu que c'est vrai que les taux d'intérêt ont poussé pas mal de flux sur les produits de taux et les produits de cash. Il y a eu des sorties un petit peu sur les trucs passifs, sur les US ou la tech. Mais il ne faut pas oublier que ça peut tourner rapidement. On l'a vu cet été d'ailleurs, quand il y a eu un petit peu de tassement sur la tech, nous on a très très bien comporté. Parce qu'on a un effet complètement décorrélé par rapport à ça. Donc dans un portefeuille, on arrive à avoir la stabilité. Et aussi, on va se dire qu'est-ce qu'on achète. On est au mois de septembre, qu'est-ce qu'on va acheter l'année prochaine. Donc il y a plusieurs choses qui vont arriver. Forcément, il y a l'histoire sur les taux. Les inflations tombent, ça va être peut-être une façon de donner un peu de catalyse sur certaines actions qui ont été un petit peu survendues. Il y a aussi les effets élections qui ont peut-être calmé un petit peu le jeu sur la géopolitique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même des gros flux en géopolitique. Il y a eu les US qui ont bien tenu, l'Inde qui a tenu, il y avait tout sauf la Chine. Il y a eu le Japon qui s'est fait corriger. Et donc, on voit que sur l'année prochaine, on peut peut-être anticiper un tassement des prix. Donc, les prix vont se stabiliser, les volumes vont se stabiliser parce que les consommateurs vont souffrir, parce qu'il y a plein de choses qui vont aussi, il faut payer facture. Donc, quelles sont les entreprises ou les industries qui vont être moins exposées à ce genre de tassement? Donc, notre thème, il est plutôt stabilisé. Et puis aussi, on a l'histoire de taux d'intérêt, les santé bilancielle de ces entreprises, dont notre thème est aussi très bon. Et puis la géopolitique aussi, qui va peut-être aussi permettre de calmer les choses, soit les relations Chine-Europe, Chine-États-Unis, peut-être la partie Ukraine, russe. Et quand on a un univers un petit peu plus stabilisé, eh bien, un petit peu plus d'échanges, et il y a peut-être des retours à la moyenne. C'est pour l'économie réelle, pour les thèmes de l'économie réelle, comme vous dites, Bertrand. Comment, alors je ne sais pas si c'est mesurable, mais est-ce que le marché, est-ce que les allocations sont encore très tilté, sectoriel, tech? Il y a eu un peu de retour, effectivement, depuis cet été. On voit des indices équipondérés qui surperforment, les 7 magnifiques un peu moins en grâce, etc. Est-ce que c'est juste le début? Est-ce que la rotation a encore du potentiel de ce point de vue-là? Je regarde des enquêtes auprès des gérants, comme tout le monde. Je vois que le trade tech US, alors, est un peu moins surpeuplé qu'il y a quelques mois, mais ça reste de loin le trade encore dominant pour beaucoup d'investisseurs. C'est très dominant parce que si, comme on dit en anglais, the trend is your friend, hein, la tendance c'est votre ami. Il y a aussi les ETF qui marchent, c'est des grosses caps, c'est liquide, et on ne va pas sortir tant que ça casse. Donc c'est clair qu'il y a encore une tendance de fond, mais il faut un catalyse pour bouger ça. Donc c'est soit les taux, soit une stabilisation géopolitique, soit un petit choc qui nous permet d'avoir quelque chose d'intéressant, ou des indicateurs sur la Chine, ou des choses comme ça qui nous poussent. Mais derrière tout ça, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même, au niveau macroéconomique global, une tendance qui est une sorte de monopolisation de certaines industries qui sont sous le joug américain. Donc quand on compare big cap, small cap, en fait c'est surtout des monopoles tech qu'on laisse régler, se développer sur la partie européenne, etc. Donc ça, cette tendance-là ne va pas partir. Est-ce que la tech va devenir un peu plus normalisée? C'est plus difficile de faire 2 fois ou 3 fois son retour comme on l'a fait récemment, que de trouver des caps un peu plus petites qui, dans un environnement économique plutôt bon, peuvent vous donner ces 2 fois 3. Donc j'entendais un peu ce que vous disiez sur les small caps. Il y a un moment où il faut avoir observé ce qui se passe. J'ai 2 questions spécifiques sur la thématique eau et déchets. Est-ce que c'est une thématique exposée particulièrement au risque politique? Et quand je dis risque politique, c'est ce qui va avec, le risque fiscal, le risque budgétaire.
on voit qu'un peu partout dans le monde, le sujet est sur la table. La manière d'équilibrer les finances publiques est une équation compliquée dans beaucoup d'endroits dans le monde et qu'il y a évidemment une tentation très forte de passer par de la fiscalité d'entreprise, etc. Donc, est-ce que cette thématique est particulièrement sensible à ça aujourd'hui ou pas, Bertrand ? On n'est pas trop exposé au risque politique. Très peu aussi au risque régulatoire. Dans l'univers d'investissement de l'eau et des déchets, qui fait près de 2,5 trilliards de market cap, il n'y a que 8% qui est lié à des utilities. Donc 90%, c'est des biens d'équipement, des entreprises qui ont une très bonne balance sheet pour faire des tuyaux, des valves, des choses comme ça. Et donc il n'y a pas vraiment de risque majeur. Par contre, c'est vrai que ça va être une thématique de l'année prochaine. On voit que tous les États sont liés à un problème de dette. Donc on les règle soit par moins de dépenses ou plus de taxes. Donc il y aura un effet macro qu'on n'a pas encore vraiment bien pratiqué dans le marché. Donc on parle des taux d'intérêt, on parle de l'inflation, mais l'histoire elle est peut-être à côté. Donc comment on se protège sur un élément comme ça ? On va prendre des industries qui ne sont pas trop exposées à ce genre de choses. Dans l'eau et les déchets, il n'y a pas un prix d'eau et des déchets, il y en a des milliers. En France, il y a peut-être 25 000 concessions, il y a des prix autant de prix. Et puis c'est vraiment lié par contrat, il y a des plans d'indexation. Donc même s'il y a aussi des ralentissements sur les dépenses d'État, ça ne sera pas forcément sur ce type d'actifs. Il y a eu un sous-investissement d'infrastructures dans l'eau et les déchets qui était majeur depuis 20 ans. On s'attend à voir les capitaux employés dans l'eau sur les 10 prochaines années qui va faire x3. Donc presque du 11% par an. Donc c'est dans tout l'investissement en infrastructure, personne n'est égal. Donc on a vraiment un très très fort flux d'investissement dans tout le thème, avec des entreprises qui sont en bonne santé. Pareil pour les déchets, avec des prix différents et très localisés. Donc on n'a pas ces problèmes politiques. On n'a pas les problèmes de régulation non plus. Il y a quelquefois sur certaines petites valeurs qui ont des situations de monopole, une phase de réalignement de régulation pour être sûr qu'ils ne vont pas surpricer leur service, mais sinon c'est très stable. Donc quand ces entreprises peuvent investir, dans ce cas-là, toute la chaîne de valeur derrière en profite. Voilà. Bien sûr. L'autre question, c'était le thème de l'eau et des déchets par rapport à la thématique ESG en général, alors qui est souvent associée aux stratégies climat, mais pas uniquement. Sachant la déception quand même des performances des stratégies climat, transition énergétique, etc. depuis quelques temps maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire justement de la thématique eau et déchets par rapport à cet état de fait, en tout cas, qui dure depuis une paire d'années, peut-être aujourd'hui alors l'eau et les déchets, c'est intéressant parce que c'est vraiment une thématique qui dure depuis 100 ans, 150 ans. Quand on regarde Veolia et Suez, qui étaient les premiers à outsourcer ce qu'on a fait sous Napoléon au début des années 90, quand les grands contrats internationaux étaient là, on est toujours dans cette phase. Donc on n'est pas très gadget, on n'est pas très cyclique. Il y a des méga cycles avec des trucs comme ça, mais c'est pas très difficile à interpréter. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'influence sur les thématiques ESG. On a beaucoup rassemblé tout sur le carbone, donc sur les alignements, sur les investissements qui sont quelquefois très subsidisés, subventionnés. Super mot français. Et donc c'est vrai qu'on tire le tapis, il y a des accidents. Les valorisations étaient très élevées. Il y avait beaucoup de concentration sur le même type d'actifs. Il y a des investissements qui sont ralentis dans le segment. Donc, nous, on passe à travers ça. Les cycles de CAPEX sont très, très longs. C'est pas des coûts à court terme. C'est pas les mêmes drivers, c'est pas les mêmes chocs du tout que ce qu'a connu la thématique verte en général. C'est pour ça qu'on est très stabilisé. Nous, sur les 3 outputs d'une économie qui sont le gaz, l'eau et les déchets, on est sur l'eau et les déchets, c'est très stable. On a un univers qu'on peut très bien diversifier dans 40 valeurs qui ont une corrélation presque de 0. Alors que sur certains stocks, je dirais, plus climatiques, c'était très, très, très corrélé. Bien sûr. Donc, on arrive à avoir un portefeuille qui se comporte bien. Donc, c'est intéressant pour nous, dans un univers macro un peu mouvant, de bien se positionner. Donc, le thème, c'est celui derrière l'eau et les déchets, dans un monde qui se normalise, dans des économies qui se normalisent, c'est une bonne stratégie diversifiante, décorrélante. C'est diversifiant parce qu'on a vu qu'on avait quand même, si vous prenez un MSCI World, un S&P 500, un euro, c'est très consumer, stock, pharma, banque, etc. Nous n'avons pas ça. Donc c'est vraiment l'opposé. C'est des industriels et des services avec des bonnes balance sheets. Donc c'est vrai que s'il y a de la rotation sectorielle autour des éléments catalystes qui sont les élections, les taux, peut-être les problèmes fiscaux, etc., on va être obligé de chercher quelque chose de différent. Et sur l'effet taille, des choses un peu plus petites, la marque CAPI moyenne, c'est 15 milliards. Donc c'est aussi, ça apporte un élément de diversification dans le portefeuille. On sort des indices, quoi, un peu. Exactement. Merci beaucoup Bertrand. Bertrand Lecourt avec nous, spécialiste, vous l'avez compris, de la gestion thématique et gérant chez JO Hembro, qui était avec nous l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.